Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. Quel plaisir de partager ce moment en votre compagnie. C'est l'heure de votre journal des sports. D'ailleurs, je propose aujourd'hui une émission entièrement consacrée au football. Nous parlerons notamment de la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition qui suscite de nombreuses interrogations actuellement. Gros plan avec vous, Mathias Inbar, bonjour. Bonjour. Et vous, Lise Barenbaum, sur la probable annulation de la compétition à cause du virus Ebola. Restez avec nous, on est parti. Mais je vous propose aujourd'hui d'ouvrir cette édition par le club de Sakhnine. C'est un club qui est agité ces derniers temps à cause d'une polémique autour d'une promesse de don de 2 millions de dollars en provenance du Qatar. Une initiative rendue possible grâce à un ancien député arabe israélien soupçonné d'espionnage au profit du Hezbollah. L'argent aurait-il une couleur politique? C'est le reportage que vous avez décidé de faire. Mathias Inbar, on le regarde tout de suite et puis on en parle après. Bienvenue au Stade Doha. Nous ne sommes pas au Qatar, mais bien en Israël, au nord du pays, enceinte de l'Hapoel Bnei Sakhnine, équipe de football judéo-arabe de Ligat Al, la Ligue 1 israélienne. Ce club a été fondé en 1991, le seul club de la minorité arabe à se maintenir au plus haut niveau. Mais aujourd'hui, en difficulté financière, les dirigeants du club ont fait appel au Qatar. À l'origine de l'initiative, Mazen Ghenaim, cet ancien président du club, affirme que le projet est purement d'ordre économique. À ma grande joie, l'émir du Qatar a répondu officiellement à notre demande. Il s'est engagé à verser 2 millions de dollars dans les caisses du club. Une partie a déjà été versée. Et je suis persuadé qu'il respectera ses engagements. Si le Qatar me propose de verser 8 millions de shekels et de sauver l'équipe, je serai fou de refuser. Et dans le rôle de l'intermédiaire, un certain Azmi Bshara. En fuite au Qatar, cet ancien député arabe israélien est soupçonné d'avoir transmis des informations au Hezbollah. Khaled Kassoum était présent au Qatar avec Bshara. Il en parle librement. Ce n'est pas un secret, oui, c'est le docteur Azmi Bishara qui nous a aidés à rencontrer l'émir du Qatar. Mais vous savez, le symbole de notre équipe, c'est le vivre ensemble. Ce n'est pas une simple équipe israélienne. Ici jouent des joueurs arabes comme juifs. C'est justement ce qui a poussé le Qatar, via notre intermédiaire, à investir. Ce n'est pas la première fois que le Qatar injecte de l'argent dans le club. Après sa victoire en Coupe d'Israël en 2004, la puissante monarchie décide à l'époque de construire ce stade pour 6 millions de dollars. Mais la seule évocation du Qatar dans le football israélien surprend, d'autant que le club a créé la polémique en remerciant publiquement Azmi Bshara avant le coup d'envoi d'un match de Ligat Al. La fédération israélienne a depuis promis d'ouvrir un conseil disciplinaire à l'encontre du club. Oui, le grand public israélien ne voit pas d'un bon œil cette histoire avec Azmi Bishara. Et puis il y a ce rôle du Qatar pendant l'opération Bordure Protectrice. Il faut signaler que la délégation de Bnei Sakhnine à son retour du Qatar a été questionnée par les services frontaliers israéliens. Alors Mathias Inbar, ce n'est pas la première fois que le Qatar met la main à la poche pour aider ce club. Mais là, ce qui a suscité des interrogations, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette fameuse banderole qui a été vue dans les gradins. Israël a le droit de se poser des questions quand même. Oui, parce que la banderole est claire. Jérusalem est notre capitale. Voilà ce que disait la banderole. Réponse des supporters de l'Hapoel Tel Aviv. Non, Jérusalem est la nôtre si vous avez envie de partir. Allez au Qatar, c'est à peu près les mots d'ailleurs utilisés par le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman. Ce qu'il faut comprendre dans ce club, effectivement, Ahmed Kassoum, qui est le principal fournisseur de fonds de l'entreprise, il est directeur général, mais il est le principal sponsor en tant que patron d'une société de porcelaine, dit effectivement c'est un club judéo-arabe. Sauf que effectivement, il dit judéo-arabe. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un juif dans l'équipe. Il y en avait 4 au moment de la Coupe d'Israël et la finale de la Coupe d'Israël remportée par Bnei Sakhnine, dont deux buteurs israéliens juifs, dont Lior Assouline qui était international. Et eux, alors effectivement, se plaignent. Ils disent pourquoi aucun joueur d'origine de Bnei Sakhnine joue actuellement en équipe nationale. C'était le cas effectivement de Abbas Swan, à l'époque celui qui avait libéré Israël contre l'Irlande il y a plusieurs années. Mais effectivement, si les joueurs n'ont pas le niveau, voilà pourquoi ils ne sont pas pris. C'est peut-être la solution. En tous les cas, une générosité qui est quand même critiquée quand on se rappelle du rôle du Qatar dans l'opération Bordure Protectrice. Ça tombe
un peu mal quand même. Ça tombe un peu mal. Eux, dans leur ligne de défense, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont averti la fédération israélienne de ce voyage. Ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait également le patron du club de Nazareth Illit qui joue en Liga Léomite, c'est-à-dire la 2e division. Donc ils ont averti du voyage du Qatar. Ce qu'ils avaient, entre guillemets, omis de dire, c'est que celui qui jouait le rôle d'intermédiaire jouait jusqu'à présent, et c'est pour ça que la fédération israélienne a été prise de court, c'était Ahmed Tibi. D'après vous qui avez fait l'enquête, vous pensez qu'il y a quelque chose derrière ? Il y a quelque chose derrière. Ce que je sais, c'est que Ahmed Tibi a été mis de côté. Celui qui a été appelé, c'est Azmi Bchara. On ne fait pas appel à Azmi Bchara de manière tout à fait vraiment spontanée. Tout est préparé. Azmi Bchara, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas accusé, qui est soupçonné. Donc jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. En revanche, il y a une couleur politique derrière cela. Et si l'émir du Qatar a été invité à mettre de l'argent sur demande personnelle de Azmi Bchara, il y a clairement une couleur politique. Merci beaucoup Mathias Inbar. Le virus Ebola touche sévèrement l'Afrique au moment où la Coupe d'Afrique des Nations se prépare. Alors que l'épidémie prend de l'ampleur, le monde du football s'inquiète. Le pays organisateur, le Maroc, est sur le point de se désister et les clubs européens craignent pour leurs joueurs. Au-delà des professionnels, les fans pourraient être contaminés dans les stades. Lise Barenbaum, on revient après avec vous sur cette polémique. Faut-il annuler la Coupe d'Afrique des Nations 2015 ? Alors que le virus Ebola continue à se propager sur le continent africain, la détermination de la Confédération africaine de football à maintenir la compétition fait débat. Le Maroc, chargé d'organiser la CAN entre janvier et février 2015, a d'ores et déjà demandé le report du tournoi à une date ultérieure, même si la CAF a opposé son refus. Cette demande fait suite aux chiffres publiés par l'OMS. Plus de 4400 personnes sont déjà mortes et la maladie se répand de manière exponentielle depuis son apparition en Guinée en décembre 2013. On parle de chiffres et de dimensions alarmantes quant à la propagation du virus Ebola. Et en plus, les projections à venir, c'est dire que dans les mois à venir, il y aura une propagation qui va atteindre plus de 20 000 personnes. Pour l'actuel pays hôte, la situation serait plus dangereuse pour le public que pour les joueurs eux-mêmes. Parce que demain, on verra des supporters qui vont se déplacer pour justement encourager, pour être avec leurs équipes respectives. Et là, on parle d'un nombre qui est très important, c'est dire aller vers les 100 000, 200, 300 000, c'est en plus. Devant l'urgence de la situation, la CAF a approché des pays de substitution en cas de défection du Maroc. Si plusieurs nations répondent positivement, la CAF effectuera un tirage au sort, un procédé qui laisse perplexe puisque la CAN est un tournoi majeur du football mondial. Le Ghana, qui a déjà organisé les CAN 1963, 78 et 2008, serait plutôt enthousiaste à l'idée de prendre le relais. Mais pour le nouveau pays désigné, le défi logistique à relever en à peine 3 mois sera de taille. Ce genre d'exploit a déjà été réussi par l'Afrique du Sud lors de la précédente édition de la CAN retirée à la Libye. Mais la nation arc-en-ciel a cette fois décliné la proposition. Vous demandez maintenant, sommes-nous un plan B pour le Maroc ? Lorsque l'Australie est devenue un plan B pour l'Afrique du Sud, vous aviez été très en colère contre elle. Vous ne voulez pas de plan B en ce qui concerne votre droit à accueillir un événement sportif. En Europe, là où la majorité des meilleurs footballeurs africains évoluent en club, des réticences se font entendre. Après Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais, c'est Jürgen Klopp, l'entraîneur du Borussia Dortmund, qui a tiré la sonnette d'alarme. Le fait est que je m'interroge beaucoup à ce sujet. Si un pays africain a le sentiment que ce n'est pas sûr, eh bien pour moi c'est automatique. Il faut reporter la compétition. Il faut prendre ça au sérieux. On ne peut pas fermer les yeux et se dire que rien n'arrivera et qu'on maintient coûte que coûte la Coupe d'Afrique des Nations. Les clubs européens n'apprécient guère de laisser partir certains de leurs meilleurs éléments en cours de saison pour qu'ils participent à la CAN. Mais dans le cas d'un maintien de la compétition, les règlements de la FIFA sont très clairs. Les clubs devront laisser partir leurs footballeurs jouer dans leur sélection nationale. Alors Lise Barenbaum, la CAN qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, alors qu'en ce moment même en Afrique, il y a une autre compétition qui est en train de se dérouler, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, mais féminine. Oui, si les hommes créent le débat, les femmes
Pas du tout, la CAN féminine donc se déroule actuellement en Namibie et ça ne suscite aucune réaction particulière. Les motifs sanitaires ne sont même pas évoqués alors que 8 équipes vont s'affronter jusqu'au 25 octobre et ça n'inquiète personne. Est-ce que c'est un problème de santé publique vraiment et d'immunologie ou bien c'est un problème financier? Parce que si les joueurs partent en Afrique et qu'ils reviennent malades, ils vont être suspendus, donc c'est un préjudice pour le club quand même. Oui, effectivement, en fait, le problème va plus loin que le problème sanitaire dans les clubs de foot. Les joueurs, s'ils reviennent malades à cause des consignes de sécurité à respecter qui vont être draconiennes, eh bien on ne pourra plus les approcher par exemple à moins d'1m30, on devra utiliser des masques, donc forcément ça paralysera les championnats et quand on sait les enjeux financiers qui pèsent sur la Première Ligue, sur la Bundesliga et sur la Liga espagnole, eh bien on comprend que les patrons de clubs tirent la sonnette d'alarme et c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup plus de la CAN masculine que de la CAN féminine puisque le football féminin ne génère pas autant d'argent. Alors on a l'impression quand même qu'il y a une psychose autour de tout ça. Oui, en fait, je le disais dans le reportage, Jean-Michel Aulas, par exemple, le président de l'OL, il a expliqué qu'il est en réflexion sur ce sujet. Il a même envoyé une lettre à la FIFA pour évoquer les matchs déplacés, puisque à l'OL, dans son effectif, il compte 3 internationaux africains, les Camerounais Clinton Ng et Henri Bédimo, ainsi que le Burkinabé Bakary Koné, qu'il ne veut pas laisser partir. Mathias Inbar, c'est pas la première fois que Jean-Michel Aulas hurle lorsqu'il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, c'est pas la première fois que Jean-Michel Aulas hurle, et en plus sur la Coupe d'Afrique des Nations, mais il le sait bien, il est en deuxième position, franchement son équipe va super bien et c'est une excuse dont se sert le président lyonnais avec tout le respect que je lui dois pour là pour on ne pas parle laisser d'Ebola, partir. c'est peut-être un petit peu une excuse, mais quand ils partent comme ça à la Coupe d'Afrique des Nations et que les joueurs reviennent blessés, c'est vrai que c'est très problématique pour les clubs. Et surtout que c'est 3 titulaires que vient de citer Lise, surtout Bakary Koné qui est la pièce centrale de la défense lyonnaise. Alors Lise, on vient de parler de psychose, il y a aussi un peu de paranoïa peut-être pour certains. Oui, alors surtout en Espagne, d'après la presse espagnole, 5 joueurs de Liga devaient partir disputer des matchs d'éliminatoires pour la CAN en Sierra Leone et en Guinée, qui sont les pays les plus touchés. Et il y a carrément un club, le Rayo Vallecano, qui a demandé à un joueur de ne pas y aller, Alassane Bangoura, qui comptait y aller quand même. Et finalement, au vu des risques de contamination, il est revenu en Espagne. Mais de toute façon, tous ces matchs d'éliminatoires seront disputés uniquement au Maroc, au Cameroun et au Ghana, qui ne sont pas touchés pour le moment. Alors la propagation de ce virus Ebola qui provoque l'inquiétude dans le monde du football à tous les niveaux, surtout à la veille donc de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc Mathias, vous avez été à la rencontre d'un international nigérian qui évolue à Ashdod. Je vous rappelle que c'est le Nigeria qui a gagné la CAN en 2013. Évidemment, il est très inquiet en Afrique. C'est une compétition majeure et beaucoup verraient d'un mauvais œil l'annulation de cet événement qui est bien plus qu'une compétition sportive, mais une vraie fête du football. Regardez. La question est sur toutes les lèvres. Face à la propagation du virus Ebola, faut-il annuler la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier prochain? Juan Oshaniwa est international nigérian et joue actuellement dans le club d'Ashdod en Israël. Ce latéral gauche vient de disputer les derniers matchs de qualification pour la CAN. Devant son écran d'ordinateur, il scrute les dernières infos. Si son pays dit avoir vaincu le virus Ebola, cela doit servir pour lui d'exemple aux autres pays concernés. La question d'une annulation de la compétition reine en Afrique ne doit même pas se poser. Vous devez voir les gens défiler dans les rues, voir leur joie lorsque nous avons ramené le trophée lors de la dernière CAN dans leur pays, dans leur terre. Il faut comprendre pourquoi c'est un challenge, pourquoi les gens sont si heureux. Son dernier match international, il vient de le disputer il y a moins de 5 jours face au Soudan. À son retour de Lagos, il dit ne pas avoir été surpris par les mesures prises par Israël et s'est plié au contrôle sanitaire à l'aéroport international de Ben Gurion. Mais lorsqu'il entend certains clubs européens émettre des réserves sur la participation de leurs internationaux à des matchs sur le sol africain, il s'emporte. Oui, je pense que ça fait partie des difficultés pour un professionnel. Qu'est-ce que je peux faire? La vie continue, je dois jouer au football. Je ne suis pas ouvrier, professeur, avocat ou docteur. Je suis un joueur professionnel. C'est la raison pour laquelle je suis ici et que j'irai défendre les couleurs de ma grande nation. Officiellement, le Maroc n'a pas encore pris la décision de se retirer de l'organisation de la CAN. En attendant, pour Oshaniwa, sa réalité reste le terrain.
Alors Mathias, on vient de le voir, beaucoup d'inquiétudes. On connaît le sacro-saint principe des médecins de précaution, mais Ebola, on le sait, est un virus qui est hyper contagieux. On imagine mal une influence massive pendant la CAN, des gens venant d'Afrique. Il va y avoir des contagions, c'est sûr. C'est ça. Ce que dit Ochaniwa, c'est presque, il propose. Mais bon, force est de constater que sa proposition ne sera pas entendue par les organisateurs. C'est de ne laisser jouer que les équipes et de ne pas faire venir d'autres spectateurs, de les laisser regarder la télévision où qu'ils soient, que ce soit en Angola, au Botswana, peu importe. Des matchs à huis clos, vous voulez dire ? Presque des matchs à huis clos, ou alors de ne laisser que les supporters marocains regarder la compétition et finalement de laisser ces professionnels jouer. Il le dit, ma famille n'a pas l'occasion de me voir disputer des matchs à Ashdod. D'autres, peut-être, n'ont pas l'occasion de voir des matchs en Turquie où joue Emenike, l'attaquant du Nigeria. Donc voilà pourquoi il propose enfin de laisser jouer ces professionnels, de faire en sorte que le Nigeria puisse respecter son trophée, son titre, et donc de faire en sorte que les Marocains ne puissent eux-mêmes, seulement les Marocains, regarder les matchs. Ce serait une grande première. En tout cas, merci beaucoup Mathias Inbar. Merci à vous Lise Barenbaum. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Que le temps passe vite. En votre compagnie, vous avez choisi notre chaîne et vous avez bien fait. Restez avec nous car l'info, c'est maintenant et c'est évidemment sur i24 News.